Merci d'être là sur cette première session. Aujourd'hui, juste un petit point sur les prochaines. Donc on aura 4 rendez-vous. Vous savez, par là, Autour des Arts, c'est un rendez-vous tous les mois. Et on est beaucoup plus focalisé sur le livre. On choisit un thème du mois. On sélectionne 5 à 6 livres qui viennent des Afriques. Et nous sommes un groupe de 13 personnes, nous les lisons. Nous venons nous asseoir ici et nous faisons une palabre autour de ces livres-là. Le principe, c'est à chaque fois d'essayer de faire découvrir les livres et de donner envie aux gens d'aller les lire. Même quand nous, on ne les a pas aimés, on essaie de vous donner envie d'aller découvrir ces auteurs-là. Donc ça, ce sont les rencontres palabres autour des arts classiques, tous les mois, dans des lieux différents, Galerie Congo, la librairie Caraïbes, la librairie Le Rideau Rouge, et puis de temps en temps, on s'exporte à Dijon, à Bruxelles, voilà. Donc ça, ce sont les rencontres classiques. Et donc, en 2013, nous avons eu déjà une première série de 4 rencontres sur un modèle un peu différent. Là aussi, ça va être sur un modèle un peu différent, où le principe, c'est de faire discuter sur des thèmes un peu plus larges, de faire discuter les acteurs du monde du livre. Aujourd'hui, donc, ça va être sur l'économie, l'aspect économique du livre. Je ne vous donnerai pas plus de détails. En mai prochain, à l'occasion des 3 jours du festival, un festival des cultures africaines avec le théâtre Sergi 95. On aura le dimanche 31 mai une rencontre là aussi. Ça sera une rencontre palabre, mais un peu modifiée sur justement un peu plus sur une discussion sur ce que sont les classiques de la littérature africaine. Parce que nous avons une littérature qu'on considère assez jeune. Est-ce que là aussi on peut parler aujourd'hui déjà de classique ou pas? Donc là c'est le 31 mai, en présence de Mabrouk Rachidi, qui est auteur, qui vient d'ailleurs de publier son nouveau roman. Donc nous discuterons de ce qu'est les classiques en littérature des Afriques. Écrit sur le bassin du Congo, le regard occidental. Nous avons sélectionné 13 livres d'auteurs occidentaux qui parlent de l'Afrique. D'auteurs occidentaux qui parlent de l'Afrique. Qui parlent pas seulement de l'Afrique, mais vraiment de la partie bassin du Congo. Donc, bassin du Congo, il y a les 2 Congos, il y a le Gabon, il y a le Cameroun. Voilà. Et donc, l'intérêt pour nous, c'est de ces 13 auteurs-là, déjà de les lire, et puis d'essayer derrière de réfléchir sur ce qu'est le regard de ces auteurs-là. Nous avons pris aussi bien des auteurs de la période coloniale et post-coloniale que des auteurs totalement contemporains qui ont pris aujourd'hui. Donc là, ça va être plutôt à Bruxelles, probablement le 18 juin, nous avons encore une date à fixer, avec l'ONG CEC, que nous allons faire ça. Et puis la dernière, en juillet prochain, ça sera sur la critique littéraire. Avons-nous des critiques littéraires? N'en avons-nous pas, parce que ça donne aussi, je dirais, peut-être la température en termes de maturité de la littérature, que d'avoir à côté de ça les vraies critiques littéraires. Donc ça va être en juillet prochain. Nous avons les 4 rendez-vous. Comme vous voyez, on est un peu sur un scope un peu plus large, un peu plus, je dirais, aérien que ce qu'on fait tous les mois, où on est focalisé sur l'œuvre, sur le livre. Donc pour aujourd'hui, quelques points sur lesquels en fait on va faire discuter nos amis qui seront là tout à l'heure. J'ai découpé ça simplement en 3 parties, sur la distribution en général, sur les ventes en général, sur l'aspect vente, parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre, est-ce que nous vendons? Et puis quand nous vendons, parce que nous sommes dans un monde globalisé, on ne peut pas se contenter de savoir est-ce que nous vendons nous, mais est-ce que nous vendons versus ce que les autres vendent. Là-dessus, je mets tout de suite quelques bémols. Les chiffres sur les ventes sur le continent sont quasiment impossibles à trouver, en tout cas avec les outils classiques. Donc nous aurons à en discuter avec notre éditrice ou notre diffuseuse, peut-être qui nous donnera des éléments, et puis peut-être vous qui êtes des acteurs aussi. Donc là, mon propos sera tout de même très centré déjà sur le francophone, et puis sur, évidemment, qui dit francophone, édition francophone, dit quand même beaucoup la France, sur les ventes France des auteurs africains. Le marketing du livre, parce que là aussi, c'est bien beau d'avoir écrit un chef-d'œuvre, mais encore faut-il que les gens sachent que le chef-d'œuvre existe. Donc nous allons en parler aussi, et puis le chef-d'œuvre, pour qu'il soit diffusé, il faut qu'il y ait des médias derrière, il faut qu'il y ait des libraires militants, des libraires qui sont intéressés,
Il faut qu'il y ait, aujourd'hui l'outil internet est incontournable, où il y a notre place là-dessus, et puis il faut être visible sur les manifestations qui sont les salons du livre, les salons littéraires. Est-ce que nous y sommes? Et l'intérêt aussi, c'est d'en discuter, notamment avec Nadia ou avec Isabelle, qui, elles, ont sûrement des choses à dire sur ces aspects-là. Le consommateur, le lectorat, c'est le consommateur, nous sommes sur l'économie. L'économie ne peut pas fonctionner si on n'a pas de consommateur. Et donc, les nôtres, ils sont où? En avant-nous? Où sont-ils? Qui sont-ils? Et puis, est-ce que c'est vraiment la question sur la fin? Et j'en profite pour dire que Savičák s'excuse de ne pas pouvoir être là parce qu'il est étonnant voyageur et qu'il fallait en urgence y aller. Mais sur le combat d'arrière-garde ou pas, c'était mon ami Savičák que j'indexais en priorité sur savoir est-ce que la notion de lectorat privilégié est un combat d'arrière-garde ou est-ce que on en parlera un peu plus sur la fin. Donc je donnerai quelques éléments et j'espère que vous interviendrez avec nous là-dessus. Quelques chiffres qu'on trouve assez facilement sur Internet, hein, pour remettre dans le contexte en fait. Là c'est simplement au niveau mondial, les 10 livres les plus vendus au monde. J'ai mis ça simplement pour que vous vous rendiez compte que l'Afrique elle n'est pas là. Hein, les chiffres de vente sont là. L'Afrique n'est pas là. Ça se chiffre en millions. C'est parfois assez surprenant de voir certains titres. Twilight, j'étais assez surpris de voir certains titres. Bon, c'est quand même c'est de la consommation, c'est de la Chicote, c'est Twilight, c'est les Seigneurs de l'Anneau. Voilà. Ça c'est au niveau mondial. Excusez-moi, c'est pas très visible, mais je voulais mettre ça. Bon, sur Wikipédia, vous retrouvez ça. C'est simplement que dans les 100 meilleurs livres du siècle listés par Wikipédia, c'est quand même des gens comme vous et nous. Mais on retrouve Chinua Achebe. Dans la liste des 100, on retrouve Chinua Achebe. C'est le seul quasiment qu'on retrouve dans toutes les listes de classement de classiques, de livres à lire, les incontournables. En général, on retrouve Chinua Achebe. C'est le seul. Donc, auteur nigérian anglophone. Donc ça, c'est sur Wikipédia, vous trouvez ça. Donc on retrouve des Lisson, des Faulkner, ce genre de choses. Là aussi, j'ai repris l'émission il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. La Grande Librairie a fait une campagne sur les livres qui ont changé votre vie. Donc je suis simplement allé sur le site de France 5 et j'ai récupéré donc les 20 livres qui ont changé leur vie. Pourquoi la Grande Librairie? Parce que nous sommes dans un contexte français quand même, l'immigration Afrique francophone en France elle est quand même importante. L'histoire de la France avec l'Afrique, avec notamment la littérature des Afriques, elle est importante. Et bon, là aussi, sur les 20 livres qui ont marqué la vie des gens, est-ce que c'est parce que les personnes d'origine africaine n'ont pas répondu qu'il n'y a aucun livre d'origine africaine? Donc voilà, ça aussi, dans les classements des choses marquantes, il n'y a pas. Quoique, il nous dira pourquoi, mais je considère que Camus a une certaine africanité. Donc on peut essayer de revendiquer ça. On revendique Camus dans les 20 livres qui ont marqué les livres. Voilà. Ensuite, ce qui était bien aussi de voir, dans le contexte évidemment français, les prix littéraires. Ça c'est juste pour vous, voilà, pour fixer les choses. Gardez ce graphique-là en tête. Quand on a un concours, quand on a un Renaudot, globalement voilà ce que l'on vend. Parce qu'évidemment, l'intérêt c'est de faire le parallèle avec les auteurs africains qui gagnent ces prix-là. Il n'y en a pas des milliers de toutes les façons, donc ça ira vite. Donc voilà les prix. Concrètement, quand on gagne un féminin, on vend en moyenne 156 000 exemplaires. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts, évidemment, mais bon, globalement, d'où l'intérêt aussi d'être sélectionné, mais plus que sélectionné dans ces prix-là. Gardez ce graphique-là en tête. 2-3 choses. Le maximum de prix de vente du concours, c'était donc Jonathan Little, 615 000 ouvrages, mais il y a Marie Diane, 3 femmes puissantes, avec 518 000, c'est énorme. Quoi que nous verrons à la fin, je ne suis pas sûr qu'on doit mettre Marie Diane dans cette liste. Elle ne serait probablement pas très contente de se retrouver dans une liste de littérature des Afriques. Mais voilà, il y a Marie Diane qui se retrouve là-dedans, et puis nous avons les informations Edistat, donc on peut avoir énormément de statistiques là-dessus. C'est simplement pour vous dire l'impact des prix sur les ventes. Donc à chaque fois qu'il y a, entre les ventes qu'on a avant de recevoir un prix
Et dès qu'il y a l'annonce des prix, il y a un effet booster qui est énorme. Donc on peut passer vraiment on peut multiplier par 10 les ventes quand même. Ça c'est pour un peu mettre le contexte général, le contexte français, et on va essayer de voir le positionnement des auteurs africains ou d'origine africaine. Là aussi c'était le contexte français en 2013, les plus grosses ventes. Bon, c'est pas très, il n'y a pas de surprise là-dessus, hein. Musso, Lévy, ce sont les gros vendeurs au niveau français. Donc c'est juste pour retrouver le contexte français. Ensuite, c'est pas très visible, je suis désolé, c'est pas très visible, mais je vais vous les détailler. Hein. Les best-sellers en France, cette année, donc il y a, là c'est pas simplement littérature française, donc il y a 50 nuances plus sombres, c'est la suite de 50 nuances de bleu, qui vont très bien. Il y a les temps glaciaires, et puis il y a le dernier, c'était After. L'intérêt c'est pas les titres, l'intérêt c'est quand vous voyez les chiffres. C'est pas très visible. Bon, bref, c'est pas grave. L'intérêt c'est que sur par exemple les 50 US plus sombres, il est paru le 25 février. Et le cumul au 25 février des ventes sont de 425 000 exemplaires. La capture, les statistiques, c'est au 15 mars. Voilà, c'est sur une semaine. 425 000 exemplaires sur une semaine. Ce sont les ventes, quand on parle de gros vendeurs, c'est ça que ça veut dire. 400 000 exemplaires. Et nous avons, par exemple, celui qui est au 12 mars, After, publié au 12 mars, et au 15 mars, donc sur 3 jours, il était à 38 000 exemplaires. Donc en termes de vente, c'est ça que ça veut dire, gros vendeur. Les livres primés, non, mais disons que là, dans le top sur Edistat, dans les top 200, on a Americana, qui est 127e en France, qui est aujourd'hui le seul, dans les top 200, le seul livre africain. Mais c'est cette année celle qui vend bien. C'est bien de mettre Americana parce que quand on est dans des environnements africains, on a l'impression que c'est un carton monstrueux. Bon, c'est 127e en France, hein. C'est pas non plus... Il faut remettre dans le contexte qui est un peu plus général. Même si c'est un très beau succès. Quelques sortes de quelques primés. J'ai récupéré quelques stats. Léonora Miano, qui aujourd'hui, je pense, est tout de même l'auteur francophone qui vend le plus. Et puis sur la durée surtout, hein, parce que ça fait depuis 2006 qu'elle est là. Son prix féminin, La Saison d'Ombre. Aujourd'hui, nous sommes sur... Bon, j'ai pris le poche, mais le poche il est paru que le 5 février. Mais le poche entre le 5 février et le 15 mars a vendu 2000 exemplaires. Donc on voit quand même des 30 000. Mais l'intéressant, c'est la version qui a gagné le prix, le Renaudot, non, le féminin plutôt. Donc au 15 mars, pour un livre qui est paru le 29 août, donc sur 1 an et demi, on est à 32 000 exemplaires. Et c'est un prix féminin. Vous voyez quand même, on est quand même très loin de ce qu'un féminin est censé gagner. Sachant que bon, ce sont des statistiques Edistat basées sur à peu près 2000 points de vente, libraires, internet et autres. Mais on est à 32 000 exemplaires. Vous voyez là, le gap. Pour vous dire aussi, simplement, on en parlera peut-être tout à l'heure, la position de l'éditeur quand il s'agit de pousser un de ses auteurs sur un prix littéraire. Donc, ces statistiques-là ont un impact. Le contour des jours qui vient, donc à la publication au 3 janvier 2008, c'est ça c'est la version poche, jusqu'à aujourd'hui, c'est juste le 15 mars, on avait 17 000 exemplaires. En 2008 et 2015, 17 000 exemplaires de contour du jour qui vient, qui est un prix Goncourt. Là, j'ai pas pris les chiffres de la version 2006 qui a été publiée, donc je pense que c'était probablement plus important. Mais sachant que normalement, c'est une version poche, donc on est censé pouvoir découler tout de même un peu plus et un peu plus facilement. Donc ça, c'est pour les chiffres concernant Léonora Miano. Et puis là, il y a pêle-mêle quelques chiffres également.
J'ai pris Mémoire de Porte-Pique, le Renaudot 2006, paru le 24 août 2006. Nous sommes à 82 000 exemplaires pour le Renaudot. Vous avez vu le chiffre des ventes Renaudot, tout le monde. Donc là, c'est vraiment les chiffres depuis la parution, 80 000 exemplaires. Notre-Dame du Nil, 30 000 exemplaires. Notre-Dame du Nil, paru en 2014. Prix Renaudot. Nous sommes à 30 000 exemplaires. Le Renaudot est censé vendre 156 000 exemplaires. Donc ensuite, Verre Cassé, qui n'a pas eu de prix, mais qui a il fallait que je le mette parce que pour moi c'est un peu grand livre de ma banque coup. Verre Cassé a vendu 84 000 exemplaires, sachant qu'il est sorti en 2006. Et là, ce sont les gros vendeurs de la littérature francophone. Ce sont les gros vendeurs. Le Roi de Kael, prix Renaudot 2008, Thierry Monenambo, 42 000 exemplaires aujourd'hui, sur les chiffres d'Instat. Vous voyez là le gap sur lequel on est aujourd'hui en termes de vente de livres. On reviendra là-dessus, mais évidemment que ça impacte le comportement et des libraires et de l'éditeur, parce qu'on est quand même sur un business du livre. En termes de business du livre, ces chiffres de vente ont du sens. Sur l'aspect marketing, donc là on est sur la vente, sur du chiffre tout bête. Ensuite, sur la présence des auteurs des Afriques. J'ai listé quelques émissions. D'une manière générale, de toute façon, que ce soit littérature africaine ou pas, il y a très peu d'émissions littéraires sur le paysage audiovisuel français. De toute façon, tout le monde s'en plaint un peu. Donc le César aujourd'hui, c'est la grande librairie, mais quand on voit, il n'y a pas non plus une chose énorme. J'ai mis des mots et débats sur 3A Télé Sud, parce que heureusement qu'elle est là pour recevoir quelques auteurs africains, parce que sinon ce serait un peu dur. Mais on verra ensuite, évidemment, l'impact du passage sur ces médias-là. Pour expérience personnelle, des mots et débats, je ne pense pas que ça booste énormément les ventes. Alors que passer 30 secondes à la grande librairie, pour l'éditeur, ça doit être un jackpot pas possible. Les médias littéraires, sur le papier, je me rappelle une tentative, je pense que vous étiez un peu tous là, enfin quelques-uns ont été contactés sur la revue littéraire du Monde Noir. J'avais trouvé cette idée-là géniale. Ça a duré 2 exemplaires, 3. Et puis on n'en a plus jamais entendu parler. Et puis les programmes littéraires sur les radios, des littératures des Afriques. Je me rappelle avoir été reçu par Débat, comment ça s'appelle, Débat Mamba, je crois, il s'appelle, sur Nova. Elle faisait une émission le dimanche matin où elle recevait des auteurs. C'était en 2008. À part ça, écoutez Africa numéro 1, qui est quand même la radio numéro 1, je connais un peu les prix, je ne me rappelle pas qu'il y ait une émission qui soit une émission dédiée au livre. Donc là aussi, sur l'hertzien, sur les médias, on n'est pas très présent. Le réseau des libraires, un petit point sur les libraires qui, je dirais, voilà, donc il y a la librairie présence africaine, évidemment, librairie Galerie Congo, Soumbala, qui est essentiellement sur Internet. Puis il y a eu des expériences comme Aniboué, qui est resté éditeur mais qui a fermé ses portes, ou Ménéoubou qui a fermé. Donc d'un point de vue, et ça c'est aussi un constat général, le monde des libraires n'est pas en super forme. Il faut discuter avec pas mal de libraires qui font des librairies généralistes, mais encore plus quand on essaie de se spécialiser littérature africaine. C'est pas un business qui est très viable aujourd'hui. Et puis dans les librairies, j'ai mis 3 cas, librairie généraliste. Pourquoi est-ce que j'ai mis ces cas-là? La librairie Caride, ce sont des partenaires c'est un de nos partenaires les plus anciens de Palabre autour des arts. Donc à peu près tous les 3 mois, nous organisons des rencontres autour du livre. Hugues Robert, c'est un passionné de littérature africaine. Les libraires, donc, ils sont associés à Librairie Caride des SILA. Ils font plutôt beaucoup de littérature de science-fiction. Ce sont des passionnés. Vraiment, Hugues Robert, je crois qu'il doit lire 60 livres par trimestre. Et lui, quand il a aimé, c'est vraiment un honneur d'être chez lui, parce que quand il a aimé votre livre, il le met dans sa librairie. Et nous organisons des rencontres. Et en dehors de ça, ils sont très dynamiques, très actifs. Ils organisent énormément de rencontres avec des auteurs, avec d'autres libraires. Bah, c'est simple, ça va faire un peu plus de 2 ans, je crois, qu'on est chez eux. Quand on fait Palabre autour des arts, le public de la librairie n'est pas là. Et on en discute de manière très ouverte avec Hugues.
je vais à d'autres rencontres organisées par la librairie, parce que grâce à eux, on a pu inviter des gens comme Percival Everett que j'ai chopé là-bas, ou voilà. Mais quand on organise pas la Retour des Arts, donc qui est très clairement cyclé littérature des Afriques, le public qui vient, c'est le public par la Retour des Arts. Le public de la librairie ne vient jamais. Alors, donc ça c'est assez symptomatique aujourd'hui du libraire qui... Il y a la volonté de faire des choses, il y a la volonté de construire une vraie littérature, une vraie place de littérature des Afriques dans sa librairie, mais le public, clairement, ils ne viennent pas. Même par curiosité, ça ne les intéresse pas. Et puis il y a les endroits, la FNAC, les grandes surfaces. La FNAC a toujours, dans toutes les FNAC, il y a un petit rayon, il y a un petit coin littérature des Afriques. Dans les grandes surfaces en général, non. Enfin, moi, j'ai jamais vu chez Auchan ou chez Carrefour littérature des Afriques. À la FNAC, c'est assez différent parce que ça dépend beaucoup des FNAC qui sont assez indépendants là-dessus. Moi, à l'époque, en tant qu'auto-éditeur, j'allais à la FNAC de Châtelet, on négociait avec eux, je leur ai présenté 2 livres. C'est la seule qui est à peu près indépendante. Je leur ai présenté 2 livres, ils ont aimé la couverture de l'une, pas de l'autre, donc ils ont référencé l'une, pas l'autre. Donc c'est un peu aléatoire, mais c'est quand même l'une des librairies où on peut trouver des auteurs des Afriques. Pour le reste, les relais dans les gares, je me rappelle avoir acheté un Mariam Abba à la gare de Saint-Lazare. J'étais choqué au relais. Non, mais bon, c'est moi. Heureux, parce que c'était pas encore, mais c'était Mariam Abba. Mariam Abba qui est une signe anglaise, je vends beaucoup. Donc, quelques petites choses sur Internet, et j'espère qu'on en discutera beaucoup tout à l'heure avec nos amis et puis avec vous. Donc j'ai listé quelques blogs, quelques sites sur lesquels on retrouve de la littérature africaine. Il y en a de plus en plus. Nous avons quelques historiques, comme Réassi, chez Gambus. Et il y a de plus en plus de sites sur lesquels on est sur de la littérature des Afriques, même s'ils font autre chose, mais on est focalisé sur la littérature des Afriques. J'ai mis la petite chose des pages culture, les médias dits généralistes de la diaspora, en général, on en a souvent discuté. L'attitude, c'est qu'ils parlent de ce dont on parle. On va retrouver Gauze, parce que Gauze fait du buzz. On va retrouver Fiston Mojila, parce que Fiston Mojila fait du buzz. Mais ils sont très rarement à l'origine du buzz. Il y a un buzz qui est fait dans les médias généralistes parce que l'auteur fait du buzz, et ensuite la diaspora les récupère en disant ciblé diaspora. J'espère qu'on aura des points de vue. Vous me contredirez sur ce point-là, mais on est très rarement, les médias de la diaspora sont très rarement générateurs du buzz. Ils suivent le buzz. Et puis il y a Le Monde et Le Point notamment qui ont fait des parties sur le net, Le Monde d'Afrique, sur lequel il y a pas mal d'auteurs qui font des papiers, qui font des articles. Ce sont plutôt, on demande à des auteurs, ce sont des auteurs qui font des papiers, mais pas spécifiquement des critiques sur des livres, pour l'instant, en tout cas sur les articles que j'ai. Ça, c'était intéressant pour moi. Le site Babelio, c'est un agrégateur un peu. Donc, on est blogueur, on poste sur son blog et puis on poste sur Babelio. Et j'ai pris le nuage de mots de Babelio, simplement. Le nuage de mots, c'est-à-dire que ce sont les éléments qui reviennent le plus sur les blogueurs. L'Afrique, voilà, la place de l'Afrique globalement sur le nuage de mots, elle est là. Elle n'est pas plus grosse que le Japon, pas plus petite, ou littérature anglaise. Voilà, mais l'intérêt, c'était de montrer que littérature africaine, parce que Babelio, c'est quand même le blog, c'est généraliste, on va dire que c'est la France qui lit, et la France qui lit la littérature africaine comme elle lit la littérature japonaise, comme elle lit la littérature anglaise. On est sur un lectorat qui est un lectorat, on va dire, ouvert, qui lit tout, et entre autres, la littérature africaine. C'est pas un lectorat qui va privilégier ce qu'on est en France. Donc c'est simplement pour amener cette phrase littérature des Afriques dans le contexte français. Et dans le contexte français, quand on voit que la place de littérature des Afriques, elle est la même, en tout cas sur ce nuage de mots, que la place de littérature du Japon. N'oubliez pas que le Japon, c'est un pays. Et nous, le continent entier, en fait, le poids, on pèse le même poids que la littérature japonaise. Voilà, donc
c'est pour ramener un peu le point aussi de ce qu'on est, nous, en tant que littérature lue dans le paysage des blogueurs. Ça, c'est, voilà, on va dire, le paysage des blogueurs français. J'ai mis quelques éléments sur lesquels j'aimerais bien que, si possible, qu'on en discute. Il y a eu cette année, il y a un coup comme Gauze, c'est un éditeur en sol majeur qui est totalement inconnu. Non, Attila est totalement inconnu. J'ai mis en sol majeur parce qu'il a intervenu dans sol majeur et c'est lui qui a donné le chiffre de 40 000. C'est pour ça que j'ai mis la référence. Parce qu'on lui demandait combien il a vendu jusqu'à aujourd'hui, et Gauze a dit que le chiffre actuellement c'est autour de 40 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et Attila, le nouvel Attila, c'est un petit éditeur totalement inconnu, et là c'est vraiment un vrai coup marketing, un vrai coup ils ont fait boulot là-dessus, et pour un petit éditeur c'est quand même quelque chose de très important. Marindia, je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi un cas particulier parce que 500 000 exemplaires, mais je l'ai dit, Marindia, c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué sa non-appartenance à la littérature des Afriques, donc peut-être qu'on ne devrait même pas la mettre là-dedans. Mukasonga, c'était intéressant par rapport à la collection Continent Noir. Les chiffres de Mukasonga, à peu près 30 000 exemplaires, et les 212 000 exemplaires pour 78 parutions depuis la création de la collection Continent Noir, c'est sur le site, hein, c'est sur leur site, c'est pas des chiffres. Donc j'ai simplement fait une moyenne, hein, si on prend les 78, on enlève les 30 000 de Mukasonga, on prend les 78, aujourd'hui, à peu près dans 2300 livres vendus par auteur, ce qui fait qu'un auteur a touché en moyenne 4 230 €. Si je prends 10%, je prends 10%, je dirais qu'un auteur a touché, l'auteur Gallimard Continent Noir, qui est une des collections les plus visibles, les plus présentes, en tout cas sur la littérature des Afriques. Un auteur Continent Noir aujourd'hui a touché à peu près 4 230 €. Avec ça, on ne construit pas des baraques. C'est pour vous dire aussi le retour en termes financiers de ce qu'un auteur aujourd'hui va avoir vu les volumes de vente. Évidemment, je mets à l'écart des coûts comme quelqu'un comme Gauze, ou quelqu'un comme Fiston Ndjila qui vendent beaucoup, ou des auteurs comme Miano qui de toutes les façons vendent énormément. Mais on est là sur une collection Continent Noir qui est voilà, en moyenne ce que ça donne. L'intérêt, enfin, sur cette partie, la dernière partie, enfin, pas la dernière partie, mais sur cette partie-là, sur la présence du Salon du Livre, j'ai ressenti quelques éléments. Hein. Et je dis bravo à la Doxa, là, parce qu'ils sont partout. Ils sont au Salon du Livre, ils sont à Genève. Voilà ce qu'il y avait au Salon du Livre de Paris. Donc, bassin du Congo. J'ai mis vente significative parce que j'espère qu'elles nous diront si elles vont bien quand même au Salon du Livre. Si c'est rentable d'être au Salon du Livre. Au niveau des pays, ceux qui sont ciblés pays, il y avait donc l'Armatan Guinée qui était présente, les collections Uburnique à Côte d'Ivoire, il y avait le Maroc qui avait 2 stands qui étaient là. La Doxa, je l'ai mis Gabon, même si je sais qu'elle n'est pas éditrice gabonaise. Voilà, je mettrai Afrique à la place, plutôt que de Gabon. Et puis il y avait les stands Martinique, le stand de la Guadeloupe, qui était présent. Sur la foire du livre de Bruxelles, heureusement qu'il y avait l'oiseau indigo, hein, et puis le stand du CEC, parce qu'il n'y avait aucun stand qui soit clairement ciblé littérature des Afriques. Évidemment, il y avait des gros stands Grasset, Actes Sud, où il y avait leurs auteurs africains qui étaient présents, mais il n'y avait pas de stand qui soit stand de Guinée, il n'y avait rien sur la foire du livre de Bruxelles. Et puis au Salon du Livre de Genève, j'ai encore ressorti la Doxa, bon, on mettra Afrique. Et puis le Maroc, j'ai vu qu'il y avait 5 stands qui étaient... Genève, c'est complètement différent, si je peux me permettre. Oui, non, mais je ne fais pas de... Non, mais je veux dire, là, il y a un stand entier sur l'édition africaine. Il y a un salon Donc, là, je suis allé simplement sur la liste des exposants, et c'est classé en pays. Donc, ceux qui sont indiqués pays, il n'y a que le Maroc qui a clairement, enfin, mon ami, les maisons d'édition sont marocaines. Il y a énormément d'éditeurs africains. Parce qu'il y a un espace spécifique.
Bah, faut aller sur le site, en tout cas ils ne sont pas ciblés tels quels. Sur le site aujourd'hui du Salon du livre de Genève, il n'y a que les stands marocains où on a bien le drapeau marocain avec éditeur marocain. C'est plein d'espaces différents, donc tu as le salon arabe, il y a le salon africain, et c'est des lieux à part en fait, dans le salon. Mais les éditeurs présents ne sont pas identifiés comme étant des éditeurs nationaux. Ça dépend quoi. Enfin, peut-être que signaler, parce que le salon du livre de Genève est le seul salon européen dans lequel on rentre par l'espace africain. Tout le public rentre par l'espace africain. Et c'est un espace qui comporte une grosse librairie et un espace dans lequel sont invités les éditeurs africains qui ont chacun un espace. Donc c'est pour ça que je me permets de le signaler. C'est notable. C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, on va en parler là-dessus. Donc en tout cas, la présence sur les salons, sur les manifestations d'une manière générale, ce qui est, je pense que les éditeurs nous diront tout à l'heure qu'il faut être présent dans ces espaces-là. C'est une expérience personnelle, c'est là qu'on vend. Donc voilà. Ensuite, sur le lectorat, je vous avoue que cette partie, elle est absolument subjective, évidemment. J'aurais bien aimé que Samy, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, puisse intervenir. Je dirais que j'ai mis quelques éléments pour titiller un peu pour pimenter un peu vos bouches, pour vous permettre tout à l'heure d'intervenir et d'en discuter. Donc gardez ça en tête. La question est quel est le profil des lecteurs aujourd'hui, où se cache-t-il, et puis se demander si c'est vraiment important de se poser cette question de la présence du profil du lecteur ou de la localisation géographique, si après tout l'important est d'écouler des livres et de les vendre. Merci à Carcassonne qui a retrouvé une vieille étude qui a été faite par Robert Estival, qui date de 1979. Et je vous invite à y aller, hein, il y a le lien sur Internet, et j'ai ressorti quelques petites choses, parce que ça donne une lumière historique sur le pourquoi aujourd'hui on a un certain état de la littérature et de la distribution des livres en Afrique. Par exemple, il parle des plans de bibliothèque. Donc ça, c'était la politique coloniale, restreindre un éventuel développement économique de l'édition et de la distribution locale des livres et confier cette mission aux entreprises métropolitaines. Donc de ce fait, on évitera la promotion des langues et des littératures africaines. Ça, c'est donc sur cette étude-là qui date de 1979, c'est une réelle politique coloniale qui est de faire en sorte que l'édition, la politique du livre soit contrôlée par les métropoles. La politique de l'ancienne métropole en matière de production et de distribution de livres consiste donc à maintenir le plus longtemps possible le monopole de l'édition sur les anciennes colonies. On défendra d'abord le privilège du français comme langue unificatrice. Sur la slide, le petit encart en bas, l'Afrique publiait 5000 titres en 1960, 6000 les années suivantes, elle atteignait 7000 en 65, donc voilà, on voit un peu comment ça évolue. Alors qu'il fait un focus là-dessus, par exemple, que l'Égypte, rien que l'Égypte à elle seule, était à près de 2000 titres et déjà à 1500. L'Égypte aujourd'hui au niveau africain, c'est vraiment là où il y a le plus gros, je dirais, le plus gros taux de consommation de livres. L'Égypte, c'est un gros taux de consommation de livres. Donc on enlève déjà tout ce qui est fait au niveau de l'Égypte et au niveau du Nigeria, le reste du continent, et c'est une étude qui est vraiment très détaillée, très chiffrée, avec pas mal de choses. C'est vrai que c'est une étude de 79-80, mais croyez-moi, il y a pas mal d'échos jusqu'à aujourd'hui. Donc en termes d'importation de livres, 64 millions de dollars de livres étaient importés en 65, et le prix pouvait être 15 à 20% de plus cher qu'en métropole. Ce qui aussi en termes de politique du livre ne facilitait pas les choses. Ce qui était important ici, et j'ai un peu ressorti sur le profil du lecteur, les lecteurs étaient, même en ayant partout des centres culturels français, des institutions françaises, le profil type du lecteur, c'était l'expatrié, le coopérant et notamment le conjoint ou la conjointe de l'expatrié. Parce que c'était des gens qui étaient souvent femmes au foyer, et ils avaient le temps de lire, et à un moment, ils se sont rendus compte que les commandes de livres par les institutions françaises basées en Afrique
venait plus des demandes de ce profil-là, qui étaient plutôt des profils expatriés, que réellement orientés vers ce qui était censé être les populations locales. Et donc, évidemment, les commandes de livres. Bon. Donc, ça, c'est vraiment une étude qui est vraiment très intéressante. Il y a une vingtaine de pages. Je devrais hésiter là-dessus. Et ça, c'est le mien. Le profil. Le profil du lecteur type du gros volume. La grosse lectrice de romans, gros lecteur de romans, c'est une femme. Blanche, intellectuelle, plutôt de gauche, plutôt ouverte dans ses lectures, qui lit beaucoup, qui est en général très ouvert en termes de lecture, qui ne lit pas qu'africain, comme on l'a vu sur le ménage de mots, qui va lire Murakami, qui va lire Sud-Amérique et autres, et lectrice assez éclectique. Et ensuite, il y a aussi, et là je parle de littérature de romans, de littérature jeunesse, à part les essais ou ce genre de choses, il va y avoir aussi la femme noire intellectuelle, évidemment, plutôt 30-50 ans. 30-50 ans, pourquoi? Parce que quand on voit notamment l'étude de Robert Estibal sur la génération qui est plus ancienne, de toute façon c'est une génération qui avait très peu accès aux livres, et quand ils avaient accès aux livres, c'était plutôt des livres justement littérature classique, française, occidentale. Et donc, je dirais la lecture des œuvres africaines est venue un peu plus tardivement, et donc sur une génération peut-être un peu plus jeune. Et là, il y a une lecture qui est un peu plus engagée, notamment, là je suis vraiment sur l'aspect diaspora et en métropole, où on a quand même beaucoup cette lecture des auteurs africains comme étant un élément d'enracinement. On veut lire la littérature africaine parce qu'on veut se rapprocher de ses racines et qu'on veut, voilà, on est africain, on veut revendiquer une certaine africanité, et donc on revient sur les littératures des Afriques beaucoup. Et ça, j'espère que vous interviendrez beaucoup là-dessus pour nous faire démentir ou pas. Là aussi, en 1960, simplement cet élément-là, il y avait moins d'1 million de 10-14 ans qui étaient scolarisés. Donc aussi sur cette population-là, moins d'1 million de personnes donc des années 60, vous imaginez bien que toute cette génération-là qui a évolué, ce n'était pas des lecteurs. Et les grosses zones de vente et de consommation donc, des livres de ces Afriques-là, c'est essentiellement en Europe, sur les anciennes métropoles. L'aspect Canada, parce qu'il y a une très forte histoire avec l'immigration, et sur quelques études qu'on lit, mais ça c'est pas simplement la littérature africaine, hein, les États-Unis d'une manière générale, ils sont très centrés sur eux-mêmes et sur leur littérature. Et là aussi sur l'Afrique, comme je l'ai dit, c'est extrêmement difficile de trouver des chiffres, donc je ne donnerai pas de chiffres. Simplement, là aussi sur cette petite statistique, il y avait 30 millions d'habitants sur l'Afrique occidentale française, c'est bien ça? Donc, c'est la stat qui est sortie tout à l'heure, donc moins d'1 million de 10-14 ans scolarisés dans cette période-là. Juste pour montrer qu'à quel point, en termes de lectorat, on perd en termes de lectorat, puisque de toutes les façons, il est lié à la scolarisation. Ces dernières slides, c'était pour faire parler Samy, et puis pour vous faire parler vous aussi. J'ai relevé, donc évidemment, Marie-Diaye, qui elle a toujours revendiqué le fait qu'elle ne se voit. Elle ne voit pas pourquoi on la mettait dans la littérature des Afriques. Et donc, moi, si je prends ça, je vais dire que les 500 000 lecteurs du livre de Marie-Diaye, du concours de Marie-Diaye, n'ont pas lu de littérature africaine. Ils ont lu de la littérature française, mais n'ont pas lu de littérature africaine. Il y a Kossi Foot qui, dans beaucoup d'interviews, clame son universalisme en tant qu'auteur, et il est particulièrement agacé quand on le met dans la case littérature des Afriques. Et puis en 2007, il y a eu le concept de littérature grande, il y a eu pas mal d'auteurs africains et autres qui se sont un peu revoltés contre la notion de littérature francophone pour prôner cette littérature grande. Donc moi, je vous pose quelques questions, j'espère que vous allez vous les poser avec moi. En se revendiquant de l'universalisme, c'est-à-dire qu'on refuse le fait même qu'on puisse avoir un lectorat type. Un Italien, quand il écrit, on a souvent discuté, un Italien, il écrit, son lectorat est italien. Un Japonais qui écrit, son lectorat principal est japonais.
Les auteurs africains disent non, on n'est pas littérature africaine, et donc leur lectorat n'est pas censé être africain. Les Africains aujourd'hui, les auteurs africains sont les seuls à ne pas revendiquer un lectorat, alors que tous les autres, ils n'ont aucun problème avec ça. Les auteurs ont dit, nous ne sommes pas des auteurs de littérature francophone, nous sommes des auteurs monde. D'accord? Donc notre lectorat aussi est le lectorat monde. Donc on ne peut pas avoir une notion, on en discutera tout à l'heure, de littérature, en tout cas de lectorat captif. Donc, et puis là, tout ce qui est nationalisme dans la littérature, est-ce qu'on peut vraiment parler de nationalisme? On peut parler de littérature, étant donné que les pays sont quand même des pays assez jeunes, qui sont des constructions occidentales. Aujourd'hui, est-ce que ça a du sens de parler de littérature? Prenons l'exemple du Congo, Solida Butansi, qui est du RDC et du Congo-Brazzaville, toujours été revendiqué par le Congo-Brazzaville parce qu'il y a une culture de la littérature qui est très forte. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas de l'autre côté? Ou quelqu'un qui serait franc, pourquoi il serait revendiqué par le Gabon plutôt que par un autre? Il y a aussi cette question-là, étant donné qu'on n'est pas très au clair avec la notion de patrie et la notion de nationalisme dans notre pays. Peut-être aussi que c'est pour ça qu'on n'est pas très au clair avec la notion de lectorat privilégié. Donc, sur la partie lectorat, on est vraiment plus sur des questions, je dirais, d'ordre quasiment philosophique que sur du chiffre ou sur des choses concrètes. Mais ce qui est clair aujourd'hui dans le paysage, c'est que les Africains, les auteurs africains, n'ont pas un lectorat cible où aujourd'hui on va considérer qu'un auteur africain, s'il publie un livre, sera d'abord lu par les Africains. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce qui existe dans toutes les autres littératures. Ils sont lus par d'autres, mais ils sont lus quand même principalement par le lectorat d'où ils sont. L'exemple parfait que Samy nous a donné plusieurs fois, et il nous l'a donné avant son prix Nobel, c'était Modiano. Oui, Samy nous a donné l'exemple de Modiano avant qu'il ait son prix Nobel. Non, ce serait bien qu'il ait Nobel, ça va bien. Voilà. Donc, c'était justement, si vous regardez le petit papier qu'il nous avait fait sur l'engagement en 2013, quand on avait fait les universités populaires, ça avait été intervenu sur l'engagement des artistes, et il avait parlé justement de Modiano. Il avait pointé du doigt le fait que Modiano, en dehors de la France, c'était un quasi inconnu. Que vous allez dans d'autres pays, Modiano n'était pas connu. Donc Modiano est d'abord et avant tout un auteur qui est porté par la France, qui est porté par un pays. Et ça, c'est en 2013. C'est intéressant de voir que Modiano ensuite a eu le prix Nobel. Et aujourd'hui, les Africains sont les seuls auteurs qui ne sont pas portés par leur pays ou simplement par leur continent. Donc évidemment, ça a un impact sur toute la chaîne plus haut, hein, sur la vision, le regard des médias, sur le nombre de ventes qu'on a. Voilà. Donc ça, ce sont les quelques éléments sur lesquels je voulais qu'on discute tout de suite déjà avec nos trois palavres du soir. Et ensuite, évidemment, dans un second temps,